et à la fin de l'histoire, tous les animaux sont égaux, mais certains plus que d'autres. Parce que si avec ça, on ne veut pas que ça se termine mal, je ne comprends pas comment ça va se terminer. Clairement, on voit que finalement, l'égalité devant la loi, c'est pas pour tous. On voit que les restrictions de budget, les limitations de budget, c'est surtout pour certains et pas pour d'autres. On va vous expliquer qu'un salarié n'est pas dans la situation d'un élu local. Les privilèges ont-ils réellement été abolis ? Oui, dans cette nuit du 4 août 1789, lorsque nous avons décidé d'abolir les privilèges, un autre principe l'a accompagné, c'était le principe d'égalité devant la loi. Et lorsque l'on voit l'actualité, évidemment, on peut s'interroger sur cette égalité devant la loi. Parce que si vous avez bien suivi cette actualité, vous avez dû voir que les salariés qui allaient bénéficier d'une rupture conventionnelle dans les prochaines semaines vont voir leur durée d'indemnisation au titre de l'allocation de retour à l'emploi être diminuée. Et parallèlement, quasiment concomitamment, celle des élus, et notamment de l'allocation différentielle de fin de mandat, c'est-à-dire lorsque ces derniers n'ont plus de mandat, eh bien cette indemnité a été augmentée et la durée d'indemnisation a également été doublée. Oui, rien que ça. Donc si après ça, vous croyez encore à l'égalité devant la loi, évidemment, on est en droit de s'interroger. Bien évidemment, dites-nous en commentaire également ce que vous en pensez. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'était bien vu d'augmenter à la fois l'indemnité de fin de mandat des élus tout en réduisant celle des salariés ? Et oui, rappelez-vous, la ferme des animaux. Tous les animaux sont égaux, article 1, et à la fin de l'histoire, tous les animaux sont égaux, mais certains plus que d'autres. Alors, on va revenir sur justement ce contexte qui, à mon sens, n'est qu'une énième feu aux poudres. Parce que si avec ça, on ne veut pas que ça se termine mal, je ne comprends pas comment ça va se terminer. Alors tout d'abord, rappelons le principe de la rupture conventionnelle, ça permettra un peu d'y voir plus clair, parce que, évidemment, pour ceux qui nous suivent, vous le savez, vous êtes très nombreux à nous solliciter sur ce sujet. Comment obtenir une rupture conventionnelle ? Alors, on va faire un petit peu d'histoire, mais vraiment très succinct. Tout d'abord, on va rappeler qu'avant 2008, la rupture conventionnelle n'existe pas. Donc l'objectif, c'était de sécuriser une pratique existante, mais qui était, on va dire, juridiquement un peu bancale. Bon, dans la pratique, on s'aperçoit que c'est toujours un petit peu le cas, mais au moins, on a quelque chose qui est prévu dans le Code du travail et qui, évidemment, a fait un succès massif. Ah oui, c'est un succès massif parce que ce sont des millions de salariés qui, chaque année, bénéficient de ruptures conventionnelles. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le gouvernement a souhaité voir l'indemnisation et la durée d'indemnisation des bénéficiaires de rupture conventionnelle être réduite. En d'autres termes, si vous souhaitiez bénéficier d'une rupture conventionnelle, aujourd'hui c'est moins intéressant que ça l'était il y a quelques mois. On a également un encadrement jurisprudentiel du consentement. Et oui, quand vous êtes salarié ou agent public, vous ne pouvez pas librement bénéficier d'une rupture conventionnelle. L'État va intervenir. Pour les salariés, ce sera la DRETS, et pour les agents publics, ce sera le comptable public. En d'autres termes, on va s'assurer qu'il y a eu un vrai consentement. Et d'ailleurs, lorsque vous êtes l'heureux bénéficiaire d'une rupture conventionnelle, lesquelles, je rappelle, arrivent bien plus souvent qu'on ne le pense, parce que rappelez-vous, quand votre employeur vous dit « on ne fait pas de rupture conventionnelle », bon, simplement qu'il n'a pas envie que tout le monde vienne lui demander une rupture conventionnelle, mais dans la pratique, ça arrange bien tout le monde. Donc, lorsque vous consentez à une rupture conventionnelle, vous avez la possibilité de vous dédire, c'est-à-dire vous pouvez changer d'avis en cours de route. Oui, c'est possible, la loi le prévoit. Et ça, c'est possible pour les agents publics et pour les salariés. C'est donc tellement un succès que même les agents publics ont créé le statut de la rupture conventionnelle et l'ont intégré à la fonction publique. C'est arrivé avec l'article 72 de la loi du 6 août 2019. C'était prévu pour 5 ans, jusqu'au 31 décembre 2025. Et vous le savez, pour ceux pareils qui nous suivent, si ce n'est pas le cas, pensez à vous abonner parce que je vous tiens informé de l'actualité juridique. Eh bien, du 31 décembre 2025 au 19 février 2026, il n'y a pas de rupture conventionnelle possible. Donc c'est revenu et ça a été pérennisé dans le Code général de la fonction publique depuis un décret du 19 février 2026. Donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Ça veut donc dire que dorénavant, c'est plus expérimental, c'est donc bien pérennisé dans le Code général de la fonction publique. Donc agent public, si vous avez une rupture conventionnelle à demander, c'est le moment.
Alors, je ne suis pas là pour vous parler des ruptures conventionnelles dans leur principe, mais simplement pour revenir sur les durées d'indemnisation. Donc pour ça, on va s'interroger et regarder un petit peu l'assurance chômage, notamment la convention d'assurance chômage, telle qu'elle est arrêtée actuellement, c'est-à-dire depuis 2024. Je vous ai fait un magnifique tableau qui est ici, que je vais vous décrire. Je ne sais pas si on le voit très bien ici à la caméra, mais ça permet... ouais, on peut peut-être zoomer un tout petit peu, voilà. Un super tableau qui a été fait ici. Je vais vous décortiquer un peu les principaux points importants. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez travaillé sur... il faut avoir travaillé au moins 6 mois pour être indemnisé environ 6 mois minimum. Ça, c'est la règle aujourd'hui qui est assez bien connue. Et il faut avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois si vous avez moins de 55 ans, sur les 36 derniers mois si vous avez plus de 55 ans. En d'autres termes, ce n'est pas forcément 6 mois d'affilée, c'est 6 mois sur une période qui peut s'étendre un peu plus. Mais en tout cas, 6 mois. On a ensuite une distinction en fonction de si vous avez moins de 55 ans ou si vous avez plus de 55 ans. Ça, c'est un point qui est important parce que vous allez voir, dans une négociation de rupture conventionnelle, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Quand vous avez moins de 55 ans, si vous avez travaillé 12 mois, eh bien vous avez droit à 9 mois d'indemnisation. Bon, déjà, vous voyez, c'est pas une égalité parfaite. Vous voyez, plus on travaille longtemps et plus votre durée d'indemnisation est longue, mais c'est jamais 100%, contrairement à 6 mois, il y a de 6 mois. Si vous avez travaillé 18 mois et que vous avez moins de 55 ans, c'est 13 mois d'indemnisation. Si vous avez travaillé 24 mois et que vous avez moins de 55 ans, c'est 18 mois d'indemnisation. On retient un coef d'environ 0,75. Ce qu'il faut retenir, c'est que votre durée d'indemnisation va augmenter à mesure que vous travaillez. En revanche, la période pendant laquelle vous allez pouvoir bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi, l'ARE, le chômage en d'autres termes, eh bien elle sera jamais totalement équivalente à la durée d'affiliation. Si vous avez travaillé, alors si vous avez plus de 55 ans, à 56 ans et que vous avez travaillé plus de 30 mois, vous avez environ droit à 22 mois. Bref, on continue comme ça, c'est à peu près l'idée qu'il faut retenir. Alors là, ici, je ne suis pas là pour vous dire combien vous allez toucher, ni la durée totale de votre durée d'indemnisation, mais simplement pour vous parler de la réforme qui a été initiée par un projet de loi du 25 mars 2026. J'insiste sur projet de loi parce que ça veut dire que c'est une initiative du gouvernement. Eh bien, la loi du 11 juin 2026, qui est une toute petite loi, vraiment c'est un tout petit article, modifie les dispositions de l'avenant numéro 3 du 25 février 2026. Et donc, on a une modification d'une disposition du Code du travail qui a pour effet d'emporter une réduction de la durée d'indemnisation, ce qui avait été annoncé par le projet, mais ça devra être confirmé lors des négociations sociales. Vous savez, des négociations avec les partenaires sociaux. On voit comment ils ont été très actifs et très protecteurs pendant la crise sanitaire, donc on appréciera pour protéger les intérêts des salariés. L'idée ici, ça va être donc de fixer une durée maximum de 15 mois d'indemnisation pour ceux qui ont moins de 55 ans. Tout à l'heure, je vous avais dit, en fonction de la durée, vous pouviez évidemment aller un peu plus loin. Là, ici, maximum, c'est 15 mois et 20,5 mois pour les personnes qui ont plus de 55 ans. Voilà, c'était un peu les grandes idées. L'idée, c'est d'économiser 600 à 800 millions d'euros d'économies. Bon, vous savez comment ça marche, les économies. Vous prenez votre doigt, vous léchez le bout de l'index et vous regardez dans quel vent ça va tourner. Puisque quand on a fait 1000 milliards de dérapages lors des dernières lois de finances, évidemment, on ne peut plus vraiment avoir confiance sur la sincérité de telles estimations. Bref, l'idée aujourd'hui, elle est de vous dire qu'en parallèle de cette loi du 11 juin, eh bien, on a une loi du 22 décembre 2025 qui a refait parler d'elle. Alors, 22 décembre 2025, il est décidé de créer un statut d'élu local. C'est bien, parce qu'en plus, c'est 3 mois avant les élections municipales, donc ça tombe vraiment à pic. Et l'idée ici, c'est notamment, dans son article 40 de cette loi du 22 décembre 2025, de créer l'allocation différentielle de fin de mandat pour les élus municipaux, départementaux et régionaux. Bon, l'idée, c'est, vous avez un mandat, si vous le perdez, qu'est-ce que vous devenez ? Quand vous avez fait de votre vie un combat politique et que vous n'avez fait que de la politique, oui, vous pouvez vous retrouver pendant 1 année, 2 années totalement à sec. Donc là, l'idée, ça a été de pouvoir protéger ces élus. C'est bien, c'est pas bien, vous apprécierez, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, ici, on voit que dernièrement, le 15 mai 2026, donc vous voyez, 11 juin pour la durée, l'indemnisation des ruptures conventionnelles, 15 mai pour la durée d'allocation différentielle de fin de mandat. Là, on décide, on fait 2 choses. On double la durée, donc on passe d'1 an à 2 ans, et on augmente à quasiment 100% et 80% pour la deuxième année l'indemnité d'allocation différentielle de fin de mandat.
Donc, au moment où on est en train de dire qu'il faut faire des économies sur les finances publiques, eh bien, on voit que les élus sont quand même particulièrement bien protégés. Je rappelle qu'en France, on a quasiment plus d'élus qu'aux États-Unis, où ils sont évidemment plus de 300 millions de personnes, 65 chez nous, 300 millions là-bas, et on a plus d'élus en France qu'aux États-Unis. Donc on appréciera évidemment où vont... on voit que finalement, aujourd'hui, eh bien, les économies, c'est toujours sur les mêmes. C'est sur les plus fragiles, c'est sur ceux qui n'ont aucun pouvoir. Et en revanche, on n'hésite pas à, évidemment, allonger la monnaie pour le statut des élus. Évidemment, cette réforme et ce nouveau coup de pique qui est fait un petit peu à l'ensemble du corps électoral, il suit l'augmentation des revenus et notamment des frais de mandat des élus qui avait été augmenté de 300 et 700 euros pour les députés et les sénateurs. Donc là, encore une fois, c'est bien, c'est pas bien, vous me dites en commentaire, mais clairement, on voit que finalement, l'égalité devant la loi, c'est pas pour tous. On voit que les restrictions de budget, les limitations de budget, c'est surtout pour certains et pas pour d'autres. Et derrière l'égalité devant la loi, on voit que ce principe d'égalité, il a bon dos, parce que on va vous expliquer qu'un salarié n'est pas dans la situation d'un élu local. Et que par conséquent, comme il s'agit de deux situations différentes, elles peuvent être réglées de manière différente. Oui, mais politiquement, ça passe pas. Politiquement, ça passe pas, parce que on voit bien qu'on est en train de chercher à faire des économies, et de l'autre côté, ça va coûter combien cette réforme? Combien ça va coûter cette réforme? Là, on n'a pas de chiffres. Là, bizarrement, très difficile de trouver des chiffres. Donc, ouais, c'est problématique. Je trouve que ça tombe vraiment mal. Vous voyez, 15 mai, 11 juin... Dans le calendrier, c'est pas terrible. Et bien entendu, pour trouver ces informations, faut chercher. C'est-à-dire que là, je vous ai fait une analyse, mais si on a commencé un peu tardivement, c'est parce que justement, ça n'a pas été simple d'aller trouver ces textes et de vérifier les informations que je vous ai données ici. Donc là, vous voyez, la loi numéro 2025-1249 du 22 décembre 2025, et notamment son article 40, et vous apprécierez le décret numéro 2026-380 du 15 mai 2026, qui a bien augmenté l'allocation différentielle de fin de mandat. Bref, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que on ne serait pas venu finalement à un État un peu communiste dans lequel de l'argent privé deviendrait systématiquement de l'argent public? L'argent privé, c'est le mal, mais rappelez-vous, tout argent public a été à l'origine de l'argent privé. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez important de rappeler. Ouais, moi, en tant que citoyen, là, c'est pas en tant qu'avocat, je trouve que c'est assez honteux de faire des économies toujours sur les mêmes catégories de la population. Quand vous avez une rupture conventionnelle, bah oui, certes, c'est un avantage qui a été accordé par la loi, mais si vous pouvez retrouver un emploi, bien entendu, vous allez retrouver un emploi. Travailler, c'est pas simplement travailler pour des raisons économiques, c'est aujourd'hui aussi une certaine façon de s'accomplir dans la société. Et évidemment, lorsque vous proposez à une personne un travail qui est bien rémunéré, qui est motivant, qui est stimulant, on est les premiers à l'accepter, évidemment. Sauf qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pense, il suffit pas de traverser la route pour aller trouver un emploi. Est-ce que ce serait pas le moment de la réclame, mon cher Gauthier? Vous souhaitez avoir une réponse personnalisée, d'échanger directement avec moi, établir une stratégie et ainsi pouvoir déterminer s'il y a quelque chose à faire. Pour cela, rien de plus simple. Vous pouvez vous rendre directement sur notre site internet et réserver un rendez-vous. Vous n'avez plus qu'à un clic d'échanger directement. Comme je le disais, donc, il est envisagé par ce projet de loi qui a été adopté donc en juin 2026 de diminuer la durée d'indemnisation et le montant des indemnités qui seront accordées aux bénéficiaires de l'allocation de retour à l'emploi. Oui, mais c'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas. Pourquoi? Parce que les partenaires sociaux vont devoir adopter des stipulations supplémentaires pour notamment modifier aujourd'hui ce qu'on appelle... je reprends juste la convention d'assurance chômage de 2024. Sans accord des partenaires sociaux, pas de modification. En d'autres termes, si vous êtes un salarié, c'est peut-être le moment d'aller négocier une rupture conventionnelle. Et là, rapidement, 2-3 conseils qui me paraissent vraiment pertinents en matière de rupture conventionnelle. Tout d'abord, lorsque vous sollicitez une rupture conventionnelle, ce qui est intéressant, c'est d'analyser plusieurs choses. À savoir, quels sont les moyens que vous pouvez mettre sur la table et qui permettent d'avoir un certain
un certain poids sur les négociations. Et oui, parce qu'on ne négocie pas à la table des négociations sans aucun moyen de pression. Donc si vous n'avez pas un job qui est intéressant, un job qui peut avoir un pôle stratégique au sein de la boîte, si vous n'avez pas d'ancienneté, si vous n'avez en d'autres termes aucun avantage concurrentiel, ça va être difficile de négocier. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas une rupture conventionnelle, parce que évidemment, un salarié qui est peu engagé, c'est un salarié qui peut rapidement constituer un poids pour l'entreprise, mais en tout cas, vous n'allez pas négocier au mieux votre départ au sein de la société. Quand c'est comme ça, moi, ce que je propose toujours avec mes clients, c'est d'initier tout d'abord une demande de rupture conventionnelle. Certains vous préconisent de ne pas la formuler de manière écrite. Or, je le rappelle, il n'y a aucune jurisprudence qui vous dit qu'il faut le faire d'une certaine manière. Tout est une question de stratégie. Moi, je pense que de demander officiellement à l'employeur de se positionner sur une rupture conventionnelle, c'est aussi une manière de commencer la négociation d'une rupture conventionnelle. Ensuite, vous préparez vos arguments. Ceux-là, vous n'allez pas les annoncer tout de suite. Vous allez les garder oralement. Soit si vous avez un avocat, cet avocat échangera avec l'autre avocat, ce qui permettra d'avoir déjà des discussions totalement confidentielles. Mais en tout cas, ces arguments, vous allez les conserver. Vous allez regarder plusieurs choses. La première chose, ça va être les motifs de votre demande de rupture conventionnelle. Est-ce que vous partez parce que vous avez un état de santé qui est fragile ? Est-ce que vous partez parce que vous avez un autre projet professionnel ? Est-ce que vous partez parce que vous avez un changement de vie familiale ? Oui, si le conjoint déménage à l'autre bout de la France, ça peut être une motivation de partir et de quitter un emploi. Déjà, ça, ce sont les points principaux. Ensuite, on va regarder au cas par cas. Si vous êtes effectivement en arrêt maladie depuis un certain moment, eh bien, vous allez simplement expliquer à votre employeur ce qui va lui en coûter d'avoir un salarié qui aujourd'hui ne peut pas être officiellement remplacé, ou en tout cas remplacé sous certaines conditions. Encore une fois, les profils en CDD ne sont pas les mêmes profils qu'en CDI, et c'est plus difficile de former une nouvelle personne sur un poste qui peut s'arrêter à tout instant qu'une personne qui va s'engager dans la durée dans une entreprise. Donc, on va regarder le coût que ça va avoir pour l'entreprise lorsque vous allez être en arrêt maladie et l'avantage que ça pourra lui procurer de libérer ce poste et potentiellement recruter une nouvelle personne. On va regarder également l'enjeu stratégique de votre poste. Est-ce que vous êtes remplaçable ? Est-ce que vous travaillez en binôme ? Est-ce que vous avez un pôle stratégique dans l'entreprise ? Parce qu'en fonction de ce poids, évidemment, votre départ peut être plus ou moins douloureux. Troisième poste, vous allez commencer à regarder évidemment la durée durant laquelle vous avez travaillé au sein de cette entreprise. L'ancienneté, ça c'est important parce que évidemment l'ancienneté, c'est aussi une manière de négocier votre départ. Enfin, vous allez regarder si vous avez des arguments permettant de justifier votre départ. Je sais que régulièrement, notamment pour des personnes qui arrivent en fin de carrière, et notamment lorsqu'elles ont plus de 55 ans, elles sont quasiment inemployables sur le marché du travail. Évidemment, lorsque vous allez partir, il faudra appuyer dans votre négociation le fait que vous allez devenir inemployable. Vous n'aurez pas la possibilité de retravailler. Il faudra peut-être tenir jusqu'à la fin, jusqu'à la retraite. Cumul, emploi, retraite, ça c'est encore un autre sujet. Allez voir notre émission, plus de 150 000 vues. Avec la réforme actuelle, on en parlera lors d'une prochaine émission. Pensez à vous abonner. Bref, tous ces arguments, il faut les expliciter à votre avocat, être accompagné et bien entendu, mettre en place une stratégie. Ces éléments, vous n'allez pas les donner sur un plateau à votre employeur. Vous allez pouvoir en discuter et négocier avec ce dernier. Mais une chose est sûre. Si vous ne prenez pas le temps de regarder les éléments qui sont les points forts dans votre dossier, vous ne pourrez pas avoir la meilleure négociation. Dernièrement, j'ai bénéficié de 2 négociations. Une négociation à plus de 230 000 € pour un cadre qui partait, effectivement, était en fin de carrière. 230 000 € change un peu la vie. Et j'ai bénéficié pour un autre de mes salariés d'un peu plus de 70 000 € d'indemnité qui, encore une fois, ici, faisait l'objet plus d'un conflit, notamment relatif à l'obligation de sécurité. Oui, l'employeur n'avait pas parfaitement protégé son salarié durant la période Covid. Eh bien, vous voyez ici, vous avez une situation particulière qui peut conduire un employeur à considérer que votre demande de rupture conventionnelle est peut-être légitime, permettant enfin de mettre fin à un contentieux sous-jacent. Quoi qu'il en soit, rupture conventionnelle, c'est peut-être le moment de la demander, parce qu'après, ce sera beaucoup moins intéressant compte tenu de la dernière réforme qui cherche, encore une fois, à faire des économies sur les publics les plus fragiles. On pense à s'abonner et on se retrouve tout de suite pour notre édition Expertise immobilière. À tout de suite.